Bon, t'as vu, on a un nouveau décor? Oui, on est en réalité augmentée. On est en réalité augmentée, les amis. Regardez, la mer, le cube olfactif. Non mais tu veux pas dire des trucs comme ça? Hydrolia. Sois sérieux, on va parler d'un facho aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Ah bah non, c'est un libéral, c'est Alain Madelin. Non mais c'est les mêmes, c'est vrai. Bon allez, on y va. Mesdames, messieurs, bienvenue. Bon, si on vous dit Alain Madelin, vous pensez à quoi? Je pense que la plupart d'entre vous pensent à la loi du 11 février 1994, qui avait pour objectif de permettre aux travailleurs non salariés, non agricoles, de bénéficier de compléments de pension de retraite et de compléments de garantie de prévoyance personnelle constitués par des cotisations déductibles du bénéfice imposable. Oui, bah oui, on pense tous à ça. Mais c'est pas que ça, Alain Madelin. Il a eu une longue carrière, il a été député, maire, député européen, 3 fois ministre. Il a le parcours d'un libéral, Madelin. Il sera d'abord engagé aux Républicains indépendants avec Giscard, et ensuite il sera ministre sous Chirac, d'abord à l'industrie, puis aux finances. Et en 2002, il se présente même à la présidentielle avec sa propre formation politique, démocratie libérale, avec un clip de campagne pas ouf. Il obtiendra à peu près 4% des voix, c'est pas terrible, mais il se placera comme le représentant le plus identifié du libéralisme en France. Voilà, un parcours politique assez classique, de droite, bon, si on accepte un passage dans un groupuscule d'extrême droite très violent dans les années 60, mais sinon... Oui, mais c'était avec une petite condamnation pour violence et voies de fait avec armes et préméditation, mais on va pas lui jeter la pierre pour ça. Non, mais des broutilles, on a tous fait des conneries dans notre jeunesse, c'est bon, passons à autre chose. Et puis de toute façon, il n'est pas connu pour ça, l'essentiel de sa carrière politique, il l'a passé à parler de libéralisme. On est tout de même au XXIe siècle. Et oui, on dirait pas, mais on était bien au début du 21e siècle quand ce clip est sorti. Et à cette époque, et depuis le début des années 80 déjà, le libéralisme incarnait la modernité. Et Madelin en a été un de ses plus ardents promoteurs. Ici par exemple chez Ardisson. Il y a un problème quand même, c'est qu'en France, libéralisme, c'est un gros mot. En France, les gens, ça leur fait peur. C'est bizarre. Ouais. D'ailleurs, même la droite, même la droite parlait du libéralisme comme d'un poison. Et si vous voulez quand même un jour ou l'autre retrouver le chemin du plein emploi, créer du pouvoir d'achat et sortir les gens un petit peu de la panne d'ascenseur sociale dans laquelle ils sont, je crois qu'on a besoin d'un certain nombre de réformes dites libérales. Et là où Madelin et Ardisson ont raison, c'est qu'en France, on n'utilisait pas trop le mot libéral. On faisait les réformes quand même, mais on disait qu'on les faisait au nom du pragmatisme, du réalisme, il faut s'adapter. Madelin était un des rares à assumer et à revendiquer cette idéologie et à demander des réformes ouvertement libérales. Elles sont appelées libérales ailleurs, partout en Europe. Et il n'y a qu'en France, je vous assure, attendez, je termine un mot. Il n'y a qu'en France où on oppose le libéral et le social. On dit, vous êtes libéral ou vous êtes social. Mais non, je suis les deux. Je mets un trait d'union entre les deux, bien sûr. Oui, c'est vrai que pour nous, les gens de gauche, il y a une petite contradiction. Nous, on entend libéral, on s'imagine que c'est des mecs qui veulent tout céder au patronat, péter les protections sociales, casser le code du travail. Et concrètement, oui, c'est ce qu'ils veulent faire. Pour libérer le travail et créer de vrais emplois, Alain Madelin s'engage À alléger le droit du travail et toutes les réglementations qui freinent la création d'emplois. à offrir un contrat formation-emploi pour chaque jeune, négocié avec les entreprises, À libérer le travail pour sortir du carcan des 35 heures obligatoires pour tous. laisser les partenaires sociaux organiser librement le travail dans l'entreprise pour travailler plus, travailler moins, travailler différemment, pour trouver une administration ouverte ou faire ses courses le dimanche. Heureusement, maintenant, on peut enfin aller à Leroy Merlin le dimanche et se faire livrer Uber Eats le soir. Ouais, quelque part, on a un peu basculé dans le monde d'Alain Madelin, mais sans qu'on nous dise jamais clairement que c'est du libéralisme. Bon alors c'est quoi finalement le libéralisme, nom d'un petit bonhomme? C'est pas juste aller à Casto le dimanche. Ah bah attends, Alain Madelin, il a la réponse. D'ailleurs, il aime tellement ça, le libéralisme, qu'il a même dirigé un bouquin sur le sujet. Aux sources du modèle libéral français, ça s'appelle. Au début de l'ouvrage, Madelin va s'attacher à préciser les contours de la pensée libérale. C'est une pensée politique ancienne qui remonte au XVIIIe siècle et qui présuppose que l'homme est un être libre de faire en conscience le bien ou le mal. Le libéralisme, c'est aussi, explique Madelin, un État moins puissant, moins autoritaire et un ordre juridique qui protège avant tout l'individu. Et dans cet ordre juridique démocratique, la liberté économique est bien entendu indispensable à la prospérité de la société. Pour un libéral, l'économie est d'abord avant tout faite d'hommes et de femmes plus ou moins incités à faire preuve d'initiative, à entreprendre, à innover, à travailler, à faire preuve de responsabilité dans des structures sociales qui favorisent plus ou moins le meilleur de chacun.
Et enfin, et c'est ce que disait Madelin chez Ardisson, il voit dans le libéralisme une dimension sociale. Il considère que syndicat libre et libre entreprise sont complémentaires. Et il faut pas que l'État il foute son nez là-dedans. Le libéral est quelqu'un qui, à une intervention de l'État, préfère à chaque fois que cela est possible, une intervention des intéressés eux-mêmes, spontanément associés. Vous avez compris, l'ennemi c'est l'État. Il faut que les individus soient libres de s'exploiter entre eux, mais aussi de s'associer entre eux pour résister à l'exploitation. On va finir par atteindre de toute façon un point d'équilibre, mais il ne faut pas que l'État empêche d'atteindre ce point d'équilibre. Voilà, et pour Madelin, ce qui permet d'atteindre ce point d'équilibre, c'est la libre concurrence. Ah ouais, on adore ça nous, la libre concurrence. La concurrence, c'est ce qui permet d'obtenir la meilleure utilisation de l'argent disponible. Et quand vous laissez faire la concurrence, en permanence, les entreprises sont obligées de donner le meilleur d'elles-mêmes. Donc vous avez des entreprises qui sont compétitives, et si les entreprises sont compétitives, elles n'ont pas de difficulté à se développer et à créer des emplois et à donner de bons salaires. Je crois que c'est cela le miracle britannique, c'est les libertés économiques fondamentales, les libertés des prix, la liberté de la concurrence, un droit du travail beaucoup plus souple que le nôtre. On y arrive. Et effectivement, on a fini par y arriver à cette société-là, avec loi travail, les baisses de charges, les machins. Depuis 2002, de toute façon, on a eu Sarkozy, Hollande, Macron. Les logiques que prenait Alain Madelin ont été appliquées. Eh bah oui, mais maintenant qu'on a tout fait comme il veut, il doit être tranquille. D'ailleurs, il devient quoi, Madelin? Bon bah il est pas mort, il s'est mis en retrait de la vie politique dès 2007, mais il a continué à intervenir dans les médias. Il a soutenu Juppé à la primaire de la droite en 2016, il a salué les propositions de Macron pendant la campagne de 2017, puis il a été intervenant régulier sur iTélé, BFM Business, et puis il a été en Ukraine il y a pas longtemps, voilà, il s'occupe. Et puis, jusqu'en 2019, il a été à la tête d'un fonds de placement à risque, Latour Capital. Oui, après avoir passé toute sa vie à défendre les entreprises, il faut bien qu'à un moment il rentabilise son engagement. Bon, je me fais pas de soucis pour lui, il a quand même un bien beau parcours, bon, sauf au début. Oui, c'est vrai, on vous le rappelle, au début il a démarré son engagement dans un groupuscule d'extrême droite, barre de fer à la main, donc oui, il y a une sacrée métamorphose. D'ailleurs, on peut peut-être revenir sur ses tout débuts? Mais oui, parce que c'est vrai que nous on s'est posé la question, c'est quoi la cohérence de ce truc-là? Comment tu peux défendre autant la liberté sur tous les plateaux, alors que à la base, tu préférais des trucs comme genre le fascisme? Ouais, c'était pas trop démocratie libérale. Bah, c'était ni démocratie ni libérale à la base son truc. Ceci dit, on lui reparle souvent de ses engagements de jeunesse quand il est invité dans les médias. Ouais, ça pète l'ambiance un peu à chaque fois, c'est pénible. Vous avez remarqué? On dit pas le mot extrême droite, on dit rien. Non, c'était un engagement limite humaniste, pour les harkis. À les écouter, on dirait que juste il avait un comité de soutien des harkis, pas plus. Dans les années 60, les facs françaises sont pleines de gens de gauche et la grande question qui anime ces étudiants engagés, c'est l'Algérie. On fait des tracts, des comités de soutien, et l'UNEF en vient même à signer un appel à engager des pourparlers avec les indépendantistes algériens. Pour les étudiants de droite ou les étudiants apolitiques, toute cette propagande gauchiste est insupportable. Il est temps de s'organiser pour contrer cette chienlit. En 1960, des étudiants nationalistes s'organisent et fondent la FEN. Ce sera le premier engagement d'Alain Madelin. Et c'est seulement en 1964 qu'il sera exclu de cette fédération des étudiants nationalistes et qu'il va fonder Occident. Voilà, alors là, le but, c'est plus de défendre les harkis. Là, il va justifier cet engagement par l'anticommunisme. Bon, Occident, c'est quoi? C'est quelques centaines de militants, au max, qui sont là pour faire le coup de force, ils sont là pour casser du gauchiste. Mais plus tard, quand on lui reparlera de cet engagement, il continuera à le justifier essentiellement par l'anticommunisme. D'ailleurs, un de ses camarades de l'époque, avec lequel il a quasiment co-dirigé le mouvement, Alain Robert, utilise les mêmes arguments. Voilà, c'était une petite résistance face au totalitarisme communiste. Ah non, mais le gars, tu le laisses parler 2 minutes, il va t'expliquer qu'Occident, en fait, c'était un club de lecture. Un club de lecture un peu fasciste, quand même, et un peu violent, c'était même le principe du truc. Tenez, dans son bouquin Génération Occident, le journaliste Frédéric Charpier en parle. Il nous décrit le mode opératoire de ce groupuscule d'extrême droite lors de ses opérations commando. Le 2 juin 1964, Occident prend pour cible un gala organisé par l'UNEF et la CGT qui doit se dérouler au cinéma Le Savoie, boulevard Voltaire à Paris. L'opération est minutieusement préparée, repérage, guetteurs, etc. Aux alentours de 21h30, une quinzaine de militants s'engouffrent dans le hall du cinéma. Ils ont pris soin de se vêtir correctement et se sont équipés de barres de fer, de chaînes de vélo et même de crochets de boucher. Et l'autre Robert, là, qui nous parlait de petits tracts, d'aimables réunions de jeunes... Ah non, mais il se fout clairement de notre gueule. Oui, lis-nous la suite des aventures de ces joyauderies et prix de liberté. La bagarre commence. Une matraque s'abat sur le crâne d'un journaliste. Plusieurs points de suture seront nécessaires. D'autres spectateurs accourus à leur tour se joignent à une brève mêlée générale. L'un d'eux reçoit un tabouret en pleine figure avant que le commando ne se retire. Ce sera une règle à Occident, ne jamais s'attarder sur les lieux de ses interventions. Ces militants profitent de l'effet de surprise d'un armement supérieur à celui de l'adversaire et s'éclipsent avant l'arrivée de la police ou de crouler sous le nombre. Alors ça, c'est l'action telle qu'elle est décrite dans ce bouquin, mais à l'époque ça avait fait du bruit, il y avait eu des articles de presse, et on vous a retrouvé l'article qui en parlait dans Le Monde, et figurez-vous qu'à l'époque la police avait quand même retrouvé certains des assaillants.
Le chef du commando, Patrick Lemaire, un étudiant de 23 ans, a été arrêté. En perquisitionnant dans la chambre d'une de ses amies, Jocelyne, mineure de moins de 18 ans, les policiers ont trouvé des affiches, des tracts, des brochures subversives et des croix gammées. Comme quoi, ils étaient contre la dictature du prolétariat, mais on vous rappelle, hein, les croix gammées, ils étaient peut-être pas contre la dictature de Hitler. La violence sera donc le mode d'action privilégié d'Occident, c'est même dans leur programme, ils l'ont théorisé. Pour les jeunes nationalistes, la violence se justifie par celle du pouvoir et un rejet du légalisme. Ils misent sur l'exemplarité de leurs actions qui préparent le terrain au soulèvement national, censé leur permettre de s'emparer des leviers de commande de l'État. C'est un groupe fasciste et révolutionnaire, hein, c'est dans leur programme, ils veulent en finir avec la démocratie. Et je vais vous lire des extraits de ce qu'il y a dans leur programme qui était calqué sur Suite Jeune Nation. Ils veulent en finir avec le régime, rendre sa grandeur à la France en réalisant une seconde révolution française antilibérale et anti-marxiste, abolir le suffrage universel. Et on n'oublie pas les éléments racistes et antisémites, on vous rappelle qu'on vous parle quand même de l'extrême droite. Oui voilà, il faut traquer les puissances financières qui doivent être écartées des responsabilités politiques, la franc-maçonnerie, les métèques. Et dites-vous que ça, c'est ce qu'ils écrivent ouvertement. Parce qu'un jour, il y a un de leurs militants qui s'est lâché dans une interview pour Paris Presse, et je vous préviens, c'est beaucoup plus violent. De Gaulle est un agent du juif Rothschild, il faut renvoyer les juifs en Israël et Torres à Moscou. Le militant dit qu'il est toujours volontaire quand il s'agit de défendre la patrie française contre la racaille marxiste, contre les juifs, et il veut défendre le patrimoine héréditaire de l'homme blanc. Et quand le journaliste lui répond que quand même ils sont pas très nombreux à Occident, et donc c'est un programme un peu ambitieux, lui il répond « Ah bah quand tout a commencé en Allemagne, les nazis n'étaient pas si nombreux, pourtant Hitler a réussi. » Et on vous rappelle que c'est cette organisation-là que co-dirige Alain Madelin. Oui, et Alain Madelin, c'est pas un militant de base, c'est vraiment un dirigeant du mouvement, et il le sera jusqu'au bout. Pourtant, il ne sera jamais confronté aux positions passées de son organisation ou de ses membres. Oui, alors son astuce rhétorique, c'est de renvoyer dos à dos le communisme et le nazisme, hein, c'est pareil, et vous allez voir dans cet extrait qu'il est aidé en ça par Thierry Ardisson. Malgré tout ce qu'on vient de vous raconter sur Occident, ses méthodes, son programme, les propos de ses militants, Alain Madelin va toujours se dédouaner de son engagement en évoquant les crimes des communistes. Même dans sa biographie personnelle, sur son blog, qui n'est plus en ligne aujourd'hui, il écrit: Et comme à ce moment-là, la France de l'anticommunisme était marginalisée, nous avons systématiquement été confinés à l'extrême droite. En face, ils étaient pour Mao et Pol Pot, pour les gardes rouges et pour les Khmers rouges. Je ne regrette pas de ne pas avoir choisi ce camp-là. Bon, Occident, ça va encore durer quelques années pour Madelin, mais quelques événements vont précipiter la fin de ce groupuscule. Tout d'abord en 1967, lorsque les membres du mouvement décident de s'en prendre au comité pour le Vietnam sur le campus de l'université de Rouen. Les militants d'Occident sont descendus exprès de Paris et ont préparé l'attaque. Une vingtaine d'individus, blousons et manteaux de cuir noir, a transpercé le brouillard. Ils brandissent des barres de fer, l'un d'eux un trident. Ils hurlent « Occident vaincra, Occident passera, De Gaulle au poteau », se ruent avec une hargne incroyable sur les porteurs de pancartes du comité Vietnam et s'emparent du drapeau Viet Cong. Le raid est ponctué de cris et de hurlements, quelques-uns stridents de douleur. Puis, le silence retombe, le commando s'est déjà replié. Résultat de cette petite escapade bucolique en Seine-Maritime, beaucoup de blessés, des flaques de sang, des dents cassées et même un militant de la JCR qui est tombé dans le coma. Une clé anglaise lui a enfoncé la boîte crânienne. Et Alain Madelin, il était là? Mais bien sûr qu'il était là. Oui, c'était un des dirigeants du mouvement. En plus, il avait 20 ans, il était en pleine forme, il était là avec ses copains, Gérard Longuet, Patrick Devedjian. Le chef du commando, c'était Alain Robert. Oui, le Spider-Man français. Non, celui que vous avez vu tout à l'heure là en train d'expliquer qu'Occident, c'était une bande de jeunes sympathiques. Ouais, enfin, il distribuait des mandales surtout. Et donc c'est suite à cette affaire que Madelin et ses potes vont être poursuivis par la justice, ce qui a un petit peu cassé l'ambiance au sein du groupe, parce que tout le monde cherchait qui était le traître qui avait balancé. Ils vont porter leurs soupçons notamment sur Devedjian, ils vont l'interroger en le mettant à poil dans une baignoire, du coup Devedjian va s'enfuir par la fenêtre, il va se retrouver tout nu dans la rue et se faire arrêter par la police. La cohésion du groupe s'émiette un peu à ce moment-là déjà. Et juste après, il y aura mai 68, et là, ils vont être un peu perdus. C'est les gauchistes qui tiennent la rue, du coup, nos fachos se demandent carrément s'il faut pas aider les flics. Madelin va même proposer de rallier De Gaulle, ils font face à des militants de gauche beaucoup plus entraînés, c'est compliqué. Bref, le mouvement s'essouffle, et finira même par être dissous à l'automne 68 après un énième raid, cette fois-ci sur un local syndical. Et notre pauvre Madelin alors, qu'est-ce qu'il va devenir? Bah oui, hein, comment tu passes de ça à ministre? Parce que Mado, comme on l'appelait à l'époque, il a pas un profil classique. Hein. Normalement, si tu veux être ministre, faut faire la préfectorale, et puis la Cour des comptes, et puis je sais pas quoi, faut pas faire des trucs de nazis.
Nous-mêmes, on comprenait pas comment il avait fait sa mue, même philosophiquement. Alors on a essayé de chercher une cohérence entre la pensée fasciste et la pensée libérale. Bon, c'est possible de trouver des points communs théoriques, hein. Vous pouvez lire Chapoutot, Libre d'obéir, sur les liens entre le capitalisme, le nazisme, etc. Enfin bon, Madelin, c'est pas un parcours intellectuel, théorique, machin, le gars est pas philosophe à la base. Et puis Occident, c'est pas le HESS, hein, c'est pas le mouvement avec la formation théorique la plus solide du monde. Donc il fallait chercher ailleurs, c'est pas forcément un parcours qui est cohérent intellectuellement. Rappelons-nous de la situation, là on est dans les années 60, Madelin est au bout de son engagement pour l'extrême droite, un engagement qui aurait pu être une impasse pour lui. Et il y a une figure qui fait le lien entre l'anticommunisme des années 40 et celui de la guerre froide. Cet ancien collabo, qui a fait de la prison pour ça après la guerre, a fondé en 1948 un institut à l'aide de fonds qui venaient entre autres de la CIA. Cet institut, surnommé la Centrale ou la Centrale Albertini, va être une source de renseignement et de documentation pour tous les milieux qui avaient intérêt à lutter contre le communisme et le syndicalisme. Ah, ça se dit anticommuniste, mais ça fait des fiches sur tout le monde. Et c'est donc cette maison Albertini qui va ouvrir ses portes à Alain Madelin. Et pas qu'à Madelin, Albertini a aussi recyclé d'autres anciens membres d'Occident, Hervé Novelli, Patrick Devedjian ou encore Gérard Longuet. Madelin va être chaperonné par Guy Lemonnier, un ami d'Albertini et un autre ancien collabo qui va l'initier à la pensée libérale. Voilà, et c'est comme ça que va débuter le chemin d'Alain Madelin vers la respectabilité. Il commence à être invité à dîner, on lui présente des gens, on le fait travailler, on le fait lire et on le forme à autre chose qu'à la bagarre. J'ai expliqué à Madelin qu'il fallait d'abord regarder l'intérêt général et laisser l'idéologie de côté. Je lui ai fait découvrir l'économiste Frédéric Bastiat, puis Madelin a été le metteur en scène de la semaine de la pensée libérale. Il a été rapidement conquis, mais a conservé cependant un sentiment de révolte. L'Institut supérieur du travail, une des structures de la maison Albertini, vend aux entreprises des formations et des conférences pour les aider à lutter contre la gangrène syndicaliste et communiste. Et Madelin va donc être utile à ce petit milieu, il va être utile au patronat grâce à sa connaissance des milieux gauchistes et de leur mode d'organisation. En lisant les tracts rédigés dans les ateliers de la Régie Renault, Madelin a été capable de repérer ce qui était tenu par des trotskistes. Il a d'ailleurs fait sur les trotskistes un certain nombre de conférences à l'IST et des articles sur les gauchistes dans Est et Ouest, la revue atlantiste tenue par Albertini. Mais les structures d'Albertini ne se contentent pas de compiler des informations sur les communistes, ils font aussi un travail de promotion de l'idéologie libérale auprès des décideurs. Ce travail idéologique, il est important parce que pour Albertini, la pensée libérale est un vrai moyen de lutter contre les communistes, comme l'explique cet article dans la Tribune. Il préconise toute une tactique réellement prémonitoire pour couper l'herbe sous le pied aux revendications sociales. Promouvoir le dialogue social entre patronat et syndicats via la signature de conventions collectives, donner le maximum de responsabilités réelles aux syndicats dans la gestion des institutions sociales, cela signifiant qu'ils auront devant leurs administrés la responsabilité de la mauvaise gestion. Donner un rôle concret aux syndicats dans l'appareil de production capitaliste permet de les rendre moins subversifs. Ça aussi, c'est une idée que le bon élève Alain Madelin va reprendre et promouvoir des années plus tard. Je ne propose pas, comme le fait le gouvernement, de refaire le droit du travail. Non, je dis simplement laisser les partenaires sociaux adapter le droit du travail à la réalité des professions, à la réalité de l'économie, dans des accords donnant-donnant, dans des accords gagnant-gagnant. Grâce à la pensée et aux solutions libérales, il est possible de combattre les communistes sur leur propre terrain, celui de l'économie. Et on peut donc ranger les points américains, oublier les gardes à vue. La maison Albertini bénéficie de nombreux soutiens, patronaux, américains, l'argent coule à flot, et Alain Madelin va enfin pouvoir troquer le blouson noir contre un complet cravate. D'autant plus que dès sa sortie du groupe Occident, Madelin s'est engagé avec Giscard chez les Républicains indépendants, un groupe libéral et pro-américain, et ça marque le début de sa vraie carrière politique. Il est donc entré dans la famille de la droite républicaine, mais évidemment, au vu de son passé, ce sera jamais le plus grand rempart contre l'extrême droite chez eux, même quand il sera devenu ministre. C'est vrai que les électeurs du Front National ont les mêmes valeurs que la majorité. Lorsque nous étions ensemble, en juin 84, dans la rue, pour défendre l'école libre, avec les baristes, avec les chiraciens, avec beaucoup de Français. Il y avait aussi des électeurs et des sympathisants du Front National. Était-ce une raison pour renoncer à défendre l'école libre? Pour dire, puisqu'il y a des gens du Front National, on ne défend plus l'école libre? Bien sûr que non. Donc il faut être soi-même en politique. Tout aussi représentative de la complaisance de Madelin vis-à-vis de l'extrême droite, il y a cette séquence au Parlement européen. Un eurodéputé du Front National, Claude Autant-Lara, devait prononcer un discours. L'extrême droite étant encore pestiférée à cette époque, tout le monde se barre, même la droite, personne ne veut écouter ces conneries. Tout le monde? Non. Car Alain Madelin choisit plutôt de faire semblant de lire le journal, mais ne bouge pas de son siège. Il se justifiera par la suite. Et il faut que nous vivions avec nos différences, et lorsque l'on ne met pas en cause les valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés, je veux dire les droits de l'homme, et bien pour le reste, que la liberté d'expression soit. Alain Madelin a gardé tout au long de sa vie des liens avec ses anciens camarades, et certains d'entre eux ont de toute façon intégré la droite républicaine. C'est le cas de Devedjian ou de Longuet par exemple.
Pendant sa campagne pour être élu député, il va se servir de ces liens qui lui restent, vu qu'il va utiliser des gros bras d'extrême droite pour assurer son service d'ordre. Donc il n'a pas coupé les ponts, mais il reste discret sur ses engagements passés. Une scène racontée dans un bouquin intitulé Sur tous les fronts itinéraires de militants, écrit par Édouard Ferrand et Jeanlin Lacapelle, raconte bien les relations ambiguës de Madeleine avec son ancienne famille politique. J'étais allé prendre un verre d'eau gazeuse avec le député Front National Roger Olindre à la buvette de l'Assemblée. Alain Madeleine, fraîchement nommé ministre, buvait le champagne avec les membres de son cabinet. Roger l'aperçoit, il se dirige vers lui et lui lance, droit dans les yeux, « Écoute bien ce que je vais te dire. Si un jour, au cours d'une séance, tu nous attaques en nous traitant de gens d'extrême droite, je monte à la tribune et je dis à tout le monde qui tu es. Compris ?» Les conseillers du ministre étaient médusés. Alain Madeleine se faisait tutoyer par un inconnu qui de surcroît le menaçait. Madeleine, lui, est resté serein. Il lui a juste répondu « Roger, tu me connais, je te ferai pas ce coup-là !» Il ne l'a effectivement pas fait. Madeleine va continuer toute sa vie de fréquenter un peu tout le monde. Il est un membre assidu du Club de l'Horloge, un groupe de réflexion d'extrême droite qui prône le national-libéralisme et qui est proche lui-même de la Heritage Foundation qui lui assure le soutien de la droite américaine. Et il fera aussi partie de la Société du Mont Pèlerin, un groupe très libéral fondé par Hayek et Milton Friedman, un groupe dont fera notamment partie Margaret Thatcher. Quel parcours! Et quel talent! Hein, c'est pas mal pour une petite frappe de l'extrême droite, là, c'est un vrai modèle de réussite républicaine. On cherchait, nous, le fil conducteur entre l'extrême droite et le libéralisme. Alors selon Madeleine, ce fil conducteur, ça a été l'anticommunisme. Il l'explique d'ailleurs lui-même dans sa biographie. Tout jeune adolescent, je me suis révolté contre le totalitarisme communiste et je me suis engagé. Ce même engagement m'aurait sûrement conduit en 1940 à lutter contre le totalitarisme nazi et le régime de Vichy. C'est en réfléchissant aux raisons de cet antitotalitarisme viscéral que je suis venu à la philosophie libérale. Après, on le croit ou pas, hein, mais on peut aussi se dire que c'était une question d'opportunisme. En effet, Madeleine était coincé dans un groupe très radical, dans une impasse, et on lui a offert une possibilité de carrière. Ceci dit, c'est intéressant de voir que c'est pas un parcours si atypique que ça. Il y a tout un tas de membres de l'extrême droite qui ont été recyclés après la guerre dans les pensées capitalistes, néo-managériales, etc. Souvent avec le soutien de structures patronales ou pro-américaines. Voilà, mais au final, ces gens ont fini par devenir des rouages utiles de la machine de guerre idéologique capitaliste. Et ça, c'était particulièrement utile dans le contexte de la guerre froide. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus, on vous conseille en effet ce bouquin, Libre d'obéir, de Johan Chapoutot, qui raconte comment ça s'est passé notamment outre-Rhin. Ce qui est sidérant, c'est que ce recyclage de fachos, ça passe. Aujourd'hui, Madeleine est sur BFM pour défendre la démocratie ukrainienne contre le totalitarisme russe. Tant mieux, mais il a jamais eu à répondre de ses engagements passés. Occident restera donc un inoffensif club de jeunes qui voulait simplement moins de marxisme. Du coup, c'est une bonne nouvelle ça pour les jeunes avec Zemmour, ceux qui ont tabassé des militants antiracistes à Villepinte. Si tout se passe bien, dans 10 ans, ils seront ministres d'Édouard Philippe, et quand on les interrogera sur leur passé, ils n'auront jamais à rendre de compte. Ils pourront affirmer qu'ils n'ont jamais été racistes, et on leur passera tout au final. Un peu comme on a tout passé à Alain Madeleine. Le prochain épisode, ce sera le gros épisode de fin de saison. Voilà, donc ce sera pas au mois de juin, mais au mois de juillet, on prend un peu plus de temps pour le préparer. Et on vous laisse deviner sur qui ça va tomber. Mystère. On sait pas. Et si vous-même, vous voulez vous repentir de votre parcours d'ancien militant d'ultra-droite violente, vous pouvez le faire en donnant de l'argent à Blast pour défendre une presse indépendante. Ouais, alors c'est plus rare comme mutation ça. Ouais, c'est un peu différent, ce serait marrant. Ils vont quand même plus souvent à droite que chez nous. À savoir pourquoi, c'est peut-être un peu les mêmes.